Mais le racisme anti-blanc, j'y crois pas, ça n'existe pas. Moi, voilà, au moins c'est dit, c'est clair. Il y avait l'insulte polaque, et on disait qu'on était extrémistes, et en fait ils étaient très catholiques. Mais par contre, quand je disais que j'étais polonais, ils disaient ah ouais, les Polonais, mais c'est des bosseurs. Ils font la différence entre les deux, parce que c'est rare, en Afrique, c'est deux mondes différents de passer de oui. C'est pour ça que je respecterai toujours énormément ma mère, qui fait qu'on peut mourir à 50 ans, c'est une sorte d'Alzheimer. Et ça fait qu'à ce moment-là, quand j'étais au lycée et j'entends ça, je me dis, mais est-ce que j'ai envie de faire ça de ma vie? Est-ce que j'ai envie de travailler dans des laboratoires de recherche et tout ça? J'ai fait une licence audiovisuelle. Ça m'a apporté beaucoup sur l'aspect théorique. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire, les études. Mais si tu sais pas ce que tu as envie de faire et si tu n'as pas forcément la maturité, on pense pas, mais vidéaste ou réalisateur, c'est un métier assez simple parce que c'est pas très physique, mais c'est très dur mentalement. En fait, tu apprends comment fonctionne une lentille d'un objectif et tout ça, en fait, comment fonctionne un capteur. Ouais. Ah ouais. Honnêtement, tu peux sortir de là, tu connais toute la théorie, mais après, si tu te retrouves sur un tournage de clip ou de film, t'es perdu. Hein. Tu fais une aussi bonne image qu'un gars qui n'a pas fait d'études. Donc, je suis facilement à 100, sans problème. En nombre de vues, je crois que ça doit être à minimum 3 millions après. Bonsoir, tout dépend de vous nous regardez. Bienvenue dans notre émission chronique à cœur ouvert. Mais avant de commencer, le père il vous demande toujours une chose simple. Studio SDJ Studio. Allez vous abonner, liker, donner la force. Allez vous abonner, liker, donner la force. Comme je dis toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais je profite de l'occasion parce qu'on a une association Upgrade qui nous accompagne. C'est une asso qui œuvre en matière de sport et santé, donc surtout santé mentale. Donc si moté mes katani, ou on t'a largué, ou ça va pas, elle décroche plus, ou ça va pas, tu fais une dépression, ça va pas, t'appelles Upgrade, eux ils bossent avec des infirmières en santé mentale, des psychologues, et ils peuvent venir t'accompagner. Idem pour le sport, t'as pris du poids, tu viens d'accoucher, t'as attrapé des joues, t'as attrapé des fesses, t'as attrapé 3 ventres, Upgrade. Ils viennent, ils vous accompagnent pour faire tout ce qui est nutrition et ils bossent avec des sportifs de haut niveau qui ont des BPGEPS ou des... C'est des sportifs de haut niveau en tout cas. Donc l'association Upgrade, ça bouge pas. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je tiens aussi à l'occasion pour remercier mon équipe de production, ça bouge pas. Samuel Roland à la prod. Donc lui c'est notre caméraman, donc c'est l'ingénieur incompris. Donc vous allez avoir l'occasion de le rencontrer. Christian Lomami, notre DA national, ça bouge pas. Chargé relationnel, Mathieu Bidikebela et Amin B, le modificateur. Donc ça c'est vraiment l'équipe qui fait que on avance ensemble pour vous donner cette qualité numérique. Donc avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, on va la faire tout doucement. Mon invité d'aujourd'hui, je parle souvent de lui dans mes émissions. Hein. Son nom, il sort tout le temps, son nom, il sort tout le temps, son nom, il sort tout le temps. Mais Lélo, aïe, aujourd'hui, il est là, l'ingénieur a compris. En fait, notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui bosse avec des professionnels, aussi bien dans le cinéma, aussi bien dans la musique, aussi bien dans les mini-séries, aussi bien dans les vines, aussi bien dans le montage. Il touche un peu à tout. C'est vraiment un gars qui est vraiment calibré dans tout ce qui est numérique. Donc, il a fait des études pour ça. C'est pas quelqu'un qu'on a débarqué comme ça avec une caméra, on lui a donné. Non, c'est quelqu'un qui est fait pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous le présenter. Où il va se présenter. Vous allez apprendre sur lui et connaître un peu plus sur lui davantage. Mon invité, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos caméramans qui ne vous connaissent pas? Ah si, bien sûr, bien sûr. Moi déjà, je suis très fier d'être devant la caméra pour une fois. Et donc, oui, comme tu l'as dit, réalisateur, vidéaste, directeur de la photo, chef électro. Donc voilà, c'est très large. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires, travailler l'image, donc quel que soit le support. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup en clip, honnêtement, alors, en fiction aussi. Mais plus tard, j'espère aussi travailler plus sur peu importe les supports. Hein. Donc il y aura peut-être des musées qui vont venir, peut-être du théâtre, peut-être un documentaire aussi qui va sûrement venir. Donc voilà, quel que soit le support. Mais l'endroit où je suis le plus à l'aise, c'est le clip, tout simplement. Ceux qui ne le connaissent pas, je dis souvent son nom, lui c'est Samuel Roland, l'ingénieur incompris. Il est enfin là, donc il vous a expliqué un peu en 2-3 mots tout ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, on veut connaître un peu qui il est. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça? C'est quoi son parcours exactement? Dis-nous un peu, c'est quoi tes origines? Alors c'est polonais flamand. Mais, voilà. Donc tu es un peu belge et polonais. Voilà, exactement, exactement.
Donc, côté polonais, c'est mes arrière-grands-parents qui sont venus en France, travailler dans les mines, donc à Billy-Montigny et Naguetart aujourd'hui. Tristement connu parce qu'aujourd'hui, c'est la ville de Marine Le Pen. Donc, voilà. Mais à l'époque, c'était plus communiste. Donc, voilà, il y a des Polonais qui se sont un peu perdus, je dirais. Je digresse, hein, mais... Ouais, non, allez-y. Ok. Mais ouais, il y a beaucoup de Polonais qui se sont perdus, comme je l'ai dit. Car en fait, à l'époque, il y avait du racisme contre le Polonais. Je dis les termes tout de suite, hein, mais le racisme anti-blanc, j'y crois pas, ça n'existe pas. Voilà, au moins c'est dit, c'est clair, toi. Mais tu l'as pas subi? Non. Voilà, c'est que ça n'existait pas. Et voilà, maintenant que c'est dit, par contre, à l'époque, à une certaine époque, à une période donnée, il y avait des discriminations contre les Polonais. Donc, avec le président qui disait « ouais, ça sent le chou » en parlant des quartiers polonais. Il y avait l'insulte polaque. Il y avait aussi, on nous appelait on disait qu'on était extrémistes. Donc, moi, j'ai pas connu tout ça. C'est mes grands-parents qui sont venus. Parce qu'en fait, ils étaient très catholiques. Et les Français le sont beaucoup moins. Après, voilà, bien sûr, ils disaient qu'ils leur volent le travail, tout ça et tout. Aujourd'hui, c'est les mêmes insultes qui sont utilisées contre les musulmans, les arabes et les autres diasporas. Mais il y a beaucoup de Polonais qui l'ont oublié, qui se sont un peu perdus et qui sont aujourd'hui eux-mêmes racistes, alors qu'à l'époque, ils ont connu les discriminations. Donc voilà, je tenais à le rappeler. Voilà. Est-ce que vous avez encore des attaches avec la Pologne ou pas? Ah, mais justement, non. Et c'est sur ça que j'aimerais faire mon documentaire. Car en fait, c'était une génération où on parlait beaucoup d'intégration. Donc ça fait que, par exemple, mes grands-parents n'ont pas appris la langue polonaise à ma mère, et elle-même, elle ne l'a pas appris à moi. Elle ne me l'a pas appris. Après, j'aimerais bien apprendre le polonais, justement. Je suis en train de l'apprendre, justement. Et on a perdu contact avec la famille en Pologne. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tout ça. Donc là, justement, j'aimerais y retourner. J'ai pu y retourner, justement, avec Yaselo, un Comment ça a artiste été? pour la première fois. Yaselo, je crois que j'ai été reçu, cet artiste. Si. Reçu, c'est avec lui qu'on a commencé. Et étonnamment, c'est la première fois que je suis parti en Pologne, c'était avec lui. Et j'ai beaucoup aimé. Et je compte y retourner, justement, pour retrouver ce lien avec la famille et tout ça. Et bon, on va dire que c'est un peu la crise existentielle entre 20 et 25 ans que beaucoup de gens vivent. Mais voilà. Et votre vie en France, du coup, comment on vit quand on a des origines polonaises, par exemple? Moi, pendant... Il y a une communauté polonaise qui existe où tout le monde se rassemble, ou chacun vit son polonais de son côté? Justement. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Je pense que c'est après 3 générations en France, on en fait moins gaffe. Mais après, c'est vrai que c'est une mentalité un peu si différente. Maintenant, je suis très fier d'être polonais, mais à l'époque, c'est vrai. Honnêtement, on n'est pas trop soudés. Et comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui se sont dispersés, qui étaient assez individualistes, donc voilà, dans des mentalités un peu bizarres, mais il y en a d'autres qui ont gardé cette mentalité polonaise. Pour moi, là, quand je dis mentalité polonaise, c'est que la Pologne, on est un pays qui n'a pas eu de colonie. Et en fait, on est vu comme travailleurs. C'est-à-dire que même quand je suis parti en Guinée, je disais oui, je suis français, quand on était au marché et tout ça. Et ils étaient en mode OK. Mais par contre, quand je disais que j'étais polonais, ils disaient ah ouais, les Polonais, mais c'est des bosseurs. Ils font la différence entre les deux. Parce que c'est rare. En Afrique, en général, quand ils voient un blanc, pas beaucoup de gens font la différence. Pologne, Pays-Bas, ils voient un blanc, c'est France direct. Tu vois. Ah, mais Polonais, apparemment, tous ceux qui ont rencontré des Polonais, en Guinée en tout cas, ils ont eu des bons retours. Ils les voyaient comme des gens bosseurs et tout ça, et respectueux. Alors que les Français, je pense que c'est sûrement dû à Sarkozy, à Macron aujourd'hui, à De Gaulle, qui a énormément détruit le pays à l'époque. Moins bonne image. Mais ouais, ils font la différence. Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent Pologne par rapport à l'invasion d'Adolf Hitler à l'ancienne. Oui. Comme c'est le premier pays qui a été envahi, donc ils ont appris ça dans les manuels scolaires. Donc quand ils entendent Pologne, ils voient directement... Oui, il y a eu ça. Après, tu vois, oui, c'est vrai, si on pense à ça. Je sais que après, j'appelle pas du tout ça du racisme et tout ça, mais moi, j'ai souvent aussi entendu pays de merde ou des gens comprennent l'accent polonais. En fait, les gens en France, en tout cas, ont une mauvaise image de la Pologne. Mais dans le reste du monde, si les gens voient la différence et ont une bonne image. Hormis les noms avec des W, des Z qui se croisent entre eux. Ah oui, c'est vrai. C'est pas facile Oui, c'est vrai. Du coup, parce que bon, nos invités, nos téléspectateurs, ils vous connaissent. L'ingénieur incompris, il est là, hein, l'ingénieur incompris. Mais ton amour pour la caméra, elle a commencé quand? Ça a débuté quand? Raconte-moi un peu. Alors, ça a commencé au lycée, où à ce moment-là, je regardais pas mal de films. Donc voilà. Et j'étais parti plus pour refaire des études scientifiques, tout simplement, parce que mes parents ont réussi, sont passés de mineurs
à enseignant, bac plus 8. Ah ouais, Et donc, carrément. ouais, mes Ah, parents, comment ils ont fait grâce juste aux études et Ah ouais, à... parce que donc, c'est deux mondes différents de passer de ah la bah oui, mine. oui, c'est pour ça que je respecterai toujours énormément ma mère qui... en plus, c'était pas comme nous, où il y a un truc et tout. C'est à l'époque, quand il fallait postuler, il fallait envoyer des lettres. Et elle allait dans une ville où elle n'était jamais allée. Et elle devait payer elle-même ses études et tout ça. Donc, et les études, on lui a tout rapporté. Hein. Donc, après, elle a eu plus aucun problème et tout ça. Donc, c'est grâce à ça qu'elle a réussi dans la vie. Et donc, elle m'a poussé à prendre le même chemin. C'est pas Et- facile. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai fait bac S. Et sauf qu'à ce moment-là, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de devenir moi-même ingénieur, chercheur et tout ça? Et à ce moment-là, je regardais beaucoup de films. Et bon, là, je me livre. Hein. Ouais, ouais, Mais- on est à cœur ouvert. Reste chez toi. Des balles, Voilà. des balles, des balles. Bah, c'est aussi à cette période où je sais que ma mère, elle a aussi, elle va beaucoup nous protéger. Et c'est-à-dire qu'elle va, même quand il y a eu eu des décès dans la famille, elle va jamais montrer ses émotions. C'est une famille un peu pudique, on va dire. Ouais, extrêmement. Il n'y a pas beaucoup, on montre pas les émotions. Après, je sais pas si c'est bien ou mal. Moi, je l'ai pas si mal vécu. Mais voilà, je pense que je serais différent avec mes enfants. Mais après, elle nous a pas dit aussi qu'on avait une maladie qui est, comment on dit ça, transmissible, héréditaire. Donc il y a une chance sur 2 ou sur 4 que je l'ai, qui fait qu'on peut mourir à 50 ans. C'est une sorte d'Alzheimer. Sauf que je l'ai entendu avec une conversation entre ma mère et sa tante. Et ça fait qu'à ce moment-là, quand j'étais au lycée et j'entends ça, je me dis, mais est-ce que j'ai envie de faire ça de ma vie? Est-ce que j'ai envie de travailler dans des laboratoires de recherche et tout ça? Ou j'ai envie de faire, parce qu'à ce moment-là, je regardais énormément de films, j'ai envie de faire plus des films, du cinéma, vivre des aventures et tout ça. C'est plus être dans les films ou être derrière la caméra? Voilà, au début, c'était les films. C'était vraiment... Bah, après, j'y connaissais rien. Je savais pas qu'il y avait un gars à la caméra, un gars à la lumière, un gars qui écrit le scénario. Moi, je voulais juste faire des films, je pensais pas plus loin. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais aller dans le cinéma. Et donc, j'ai fait quand même des études. J'ai pas fait juste BTS ou un truc comme ça. J'ai fait une licence audiovisuelle. Donc, j'étais en mode déjà, vous audiovisuel, avez fait... cinéma, c'est Attends, je vous arrête 2 secondes. Vous avez fait un bac S. Ouais, c'est ça. Après le bac S, vous avez enchaîné directement dans l'audiovisuel ou vous êtes un peu perdu, on va dire, comme tout le monde en France, on touche un peu Ah à non, tout? non, ça, c'est, même avec mes parents, c'est impossible. Hein. Ah ouais, vous savez déjà ce que vous voulez faire Non, mais déjà c'est-à-dire que j'aurais pas pu... Mes parents, ils m'auraient pas laissé faire une année de césure et tout ça. Donc, ouais, non, j'ai enchaîné directement avec une licence audiovisuelle. Donc, voilà, licence scientifique audiovisuelle. Ça m'a apporté beaucoup sur l'aspect théorique, où on a appris les calculs, la façon d'encoder, de décompression et tout ça. Mais après, je vais casser le mythe, hein, mais la principale que j'ai appris, c'est sur le terrain. Okay. Donc, que ça soit la méthode, les relations humaines, en fait, c'est le plus important. En fait, c'est vraiment sur le terrain. Donc, pour moi, c'est pas forcément nécessaire, les études. Mais si tu sais pas ce que tu as envie de faire et si tu n'as pas forcément la maturité, parce qu'on ne pense pas, mais vidéaste ou réalisateur, c'est un métier assez simple parce que c'est pas très physique, mais c'est très dur mentalement parce qu'il faut se dire, bah, t'y vas. C'est possible que la première année, tu t'es payé 300 € par mois, tu gagnes presque rien. Quand c'est en alternance? Ouais, bah non, quand tu es à ton compte. En fait, c'est plus le fait d'être à son compte. Tous les entrepreneurs, ils vont se reconnaître là-dedans. C'est que tu peux, pendant une année, voire 2, rien gagner et tu sais pas si ça va décoller ou pas. Tu sais jamais si tu vas y arriver ou pas, si tu vas réussir à en vivre. Donc, c'est surtout le mental. Il faut avoir la maturité pour le faire. Après, on peut travailler en entreprise et tout ça, mais ils demandent des diplômes. Dans le cinéma aussi, c'est pareil. Hein. Il faut aller voir les gens et se dire, bah, c'est bon, moi, je suis là pour ça. Il faut être très motivé. Et tu te prends des portes. Toi, tu peux postuler 100 fois avant de trouver un job. Donc, après, quand vous dites le mot audiovisuel, pour nous, les autres qui ne sont pas dedans, c'est gros. Mais les gens, ils se disent quoi? Pendant 3 ans, il a fait une licence, il passait son temps à apprendre à filmer avec une caméra, ou il apprenait à utiliser une caméra, play, stop. C'est quoi concrètement pendant 3 ans en licence dans l'audiovisuel? Le grosso modo, parce que nous, on est un peu... Oui, si. Bah, après, j'ai fait mes études en France, donc on a une maîtrise française, où la première année, c'était une année générale scientifique. Donc c'était licence scientifique, option audiovisuelle. Et donc là, tu apprends, tu fais des masses, des matrices, tu comprends pas trop. Et tu apprends aussi... Déjà là, tu me parles un peu, là, tu m'as perdu, là, des matrices, tout ça. Ouais, je me suis dit, une caméra, tu appuies sur play, tu te mets devant, tu récupères l'image. Mais oui, c'est ça. Et même, tu apprends les foyers focales et tout ça. C'est de la physique très poussée. Ah ouais. Donc, c'est par rapport aux profondeurs de champ et tout ça. En fait, tu apprends comment fonctionne une lentille d'un objectif et tout ça. En fait, comment fonctionne un capteur. Ouais. Ah ouais. C'est très, très technique. Honnêtement, tu peux sortir de là. Tu connais toute la théorie. Mais après, si tu te retrouves sur un tournage de clip ou de film, t'es perdu. Hein. Tu fais une aussi bonne image qu'un gars qui n'a pas fait d'études.
Mais au moins, tu as le bagage derrière pour savoir quelle caméra acheter ou quelle autre et tout ça. Tu sais comment ça fonctionne, mais après, il y a le terrain, quoi. Et Et en cours, ils vous apprennent pas, enfin, genre un type de modèle de caméra que vous avez appris en formation bah, première année, non. Deuxième année, je l'ai fait au Canada. Là-bas, c'est l'autre méthode. Canada, je conseille vraiment si vous avez l'occasion. Là-bas, il y a un pré-matériel et tu peux, juste avec une application, louer prêter le matériel sans payer derrière, quand tu veux. Et l'affaire, par exemple, elle est ouverte 24 heures sur 24. Et c'est que des projets. C'est-à-dire qu'on a fait genre 6 projets de fiction et tout ça dans l'année. Et après, licence 3 aussi, des projets. Donc, Du coup, vous avez fait une partie en France et une partie au Canada. c'est ça. C'est beaucoup quand même. Ouais. Enfin, ça paraît pas. Enfin, nous, les gens lambda, on est devant la caméra, mais ce qui se passe derrière, on ne connaît pas. Donc Oui, on se dit, on a l'impression que c'est facile, mais quand même faire une licence Bac+3 audiovisuel, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Après, c'est un long chemin, l'audiovisuel. Et donc, ah oui, pour répondre à ta question, donc on faisait autant, on a appris aussi à éclairer un musée, on a appris à faire aussi des études de production en master. Donc, vous avez fait un master derrière. Ouais. Ah, vous avez vu? L'ingénieur a compris. Les gens, ils filment seulement bêtement. Lui, il a un master dans le filmage. Voilà. Regardez. Voilà, production audiovisuelle. Donc, on a appris à faire beaucoup de documents, de méthodes de travail. Et donc, on a autant appris à produire l'exposition d'un musée qu'un documentaire, qu'une fiction. C'était les 3 grands axes. Donc, voilà. Il y a beaucoup de débouchés dans ce métier-là derrière ou pas? Comment ça se passe? On va vous chercher à l'école ou comment ça se passe? Pas à ce point-là, mais c'est 97% de réussite. Hein. Moi, je fais partie des rares qui sont partis en indépendant, mais j'aurais pu très bien prendre un CDI et trouver du job. Mais du coup, quand tu as un CDI comme ça, tu te retrouves chez TF1 ou dans tout ce qui est chaîne télévisuelle ou c'est plus des petites structures? Comment ça se passe le métier en lui-même, en dehors de l'école? Bah, y en a beaucoup qui produisent des films, documentaires à Paris. Donc voilà, ils font toutes les papiers, aller chercher les subventions, c'est très large. Il y en a une grande partie, ceux qui sont un peu plus techniques, qui vont filmer, tous ceux qui filment les matchs de foot et tout ça en direct, ou qui s'occupent des installations avec la fibre, pour que le direct fonctionne tout simplement. C'est aussi beaucoup dans mes études qu'on apprend ça. Il y en a d'autres aussi qui travaillent dans des entreprises de publicité, c'est des entreprises un peu de 30 personnes et tout ça, où j'ai fait l'expérience. Mais honnêtement, c'est des gros trucs, mais en fait, c'est parce qu'ils produisent à la chaîne, mais c'est pas créatif. Hein. Honnêtement, ce qu'ils font, je trouve que c'est pas incroyable. Mais c'est pas cher pour les entreprises. Toi, tu as toujours préféré travailler tout seul ou... Oui, pour la créativité, pour c'est quoi l'avantage de travailler tout seul pour toi, par exemple, dans ce métier-là? Parce que c'est bien beau, c'est bien aussi d'avoir des amis caméramans. Enfin, vous pouvez aussi faire un méga projet. Ah, mais je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. Non, en fait, il y a une différence entre travailler en entreprise et travailler en équipe. En entreprise, il y aura un patron qui, lui, il n'en a rien à foutre de l'audiovisuel, du rendu, de si tu es fier ou pas de ton travail. Lui, il veut juste exploiter et récupérer l'argent derrière. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de personnes qui travaillaient même pour des pubs Nocibé, Decathlon, des gros trucs quand même, et qui étaient en mode, Nocibé nous ont payé que 1 000 €, c'est une demi-journée de tournage. Donc on ne peut pas faire plus, même si on a des idées et tout ça, c'est tout, ils ont payé autant, on ne fait pas plus. Et donc ça fait que tu n'es pas libre du rendu, de tout. Donc voilà. Et après, travailler en équipe, là, c'est sûr que seul, c'est un fait un plafond de verre que j'ai atteint cette année. Donc là, je suis une année où je commence à m'ennuyer. Parce qu'au début, tu dois essayer de survivre. Oui, c'est normal. Donc tu es motivé, tu dois juste te dire, il faut que j'y réussisse, soit j'y arrive, soit j'abandonne le métier. Mais là, cette année, c'est un peu l'année où je remarque que seul, tu peux pas... Il y a des seul, blocages. on va plus vite. Voilà, ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est la phrase de à cœur ouvert. Voilà. Et même une émission comme ça, un seul, c'est impossible. Hein. Donc, dès qu'il commence à avoir plusieurs installations de lumière, ou même travailler avec des... Par exemple, il y en a, c'est des accessoiristes, et ils s'occupent de tout ce qui est explosion, mettre des flammes au sol, mettre des flammes sur le corps. Si tu as envie de mettre ça dans un clip, travailler tout ça et tout, ça prend des années à savoir gérer ça. Avant de mettre le feu sur la tête d'un acteur, il faut la formation. Quoi. Tout ce qui est effets spéciaux, c'est pas compris dans votre formation, en plus? Moi, justement, c'était très général. Donc, on a vu, mais dans les grandes lignes. Mais si tu as envie de... Le mieux, c'est de prendre des experts dans chaque domaine. Si tu as envie d'arriver au... Après, voilà, à petit niveau, c'est bien de tout gérer soi-même. Et on vit mieux en travaillant tout seul? On a plus d'opportunités ou, dans votre cas, vous préférez peut-être un jour dans le futur travailler avec des gens? Comment vous voyez la chose? Je pense, normalement, si tu n'arnaques pas, c'est pareil. Toi, quand tu calcules un budget,
tu calcules un tarif à l'heure, toi, et qu'il soit en équipe ou seul, bah, c'est à peu près la même chose, hein, normalement. Sauf qu'en équipe, tu sais qu'il y a des potes, bah, des collègues sur qui t'appuyer, et ça fait que c'est plus simple et le rendu est mieux. Mais normalement, il n'y a pas... Pour moi, tu gagnes autant. À part si tu arnaques. Et il y en a qui Quand font tu dis ça. arnaque, c'est... Arnaque, c'est-à-dire que tu demandes un budget de... Ça se fait de moins en moins parce que tout le monde est au courant maintenant. Mais je sais que j'ai entendu des anciens clippers à Lille et tout ça, quand c'était pas trop développé. Ils arrivaient, ils demandaient pour filmer une conférence 12 000 €. Ils ramenaient 2 petites caméras et ils récupéraient 12 000 € dans leur poche. Hein. Wow. Ah oui, c'est ça que j'appelle l'arnaque. C'est-à-dire que tu prends trop par rapport au travail fourni, quoi. Et vous préférez plus quoi? Faire des clips, faire des mini-séries ou faire des pubs? Dans quoi vous vous sentez plus à l'aise dans ce métier? Actuellement, c'est les clips. Après, comme j'aime beaucoup raconter les histoires, j'aime beaucoup aussi la fiction et les films. Mais honnêtement, je me vois tout faire. Sauf que vraiment, le principal, ça va être les clips. Et après, de temps en temps, faire un film ou une fiction. Mais si je fais que ça, je vais m'ennuyer. Alors que les clips, pourquoi? Parce que l'expérience humaine, vraiment... Déjà, j'ai pu vivre des choses, voir des choses que personne d'autre peut voir. En fait, à chaque fois que tu travailles avec un artiste, il te fait découvrir son univers, chez lui et tout ça. Et en fait, tu découvres, c'est énormément enrichissant. Hein. Ça, on n'y pense pas forcément au début. Et après aussi, les clips, ouais, à chaque fois, il y a une bonne ambiance sur les tournages. Et aussi, au niveau de l'image, en fait, tu es libre. Alors que la fiction, il faut que ça soit réaliste. Il y a tout un... Vu que c'est en grosse équipe, tu es assez bloqué par le temps, souvent, parce que le temps, c'est l'argent. Parce qu'une fiction, par exemple, une petite série, c'est 40 000 € par jour. Grosse fiction, c'est 100 000 € par jour. Donc, ça fait que tu peux pas te dire, ouais, on va faire une journée de 12 heures à la place de 8, parce qu'il faut payer les heures sup et tout, bref. Mais la fiction, ouais, j'aimerais bien aussi, parce que la fiction, c'est plus poussé. C'est le souci des détails et aussi raconter une histoire qui est plus personnelle. Parce que les clips, c'est un travail, c'est une collaboration en fait. Oui, c'est sûr. Tu ramènes tes idées, l'artiste il ramène ses idées et tu mélanges tout ça. Et il n'y a pas au-dessus de master, par exemple? Si, il y en a, ils font des doctorats, mais Ah non, c'est pour la recherche. c'est juste doctorat Ouais, dans... si. Ah ouais? Mais eux, c'est plus chercheurs, quoi. Bah, tu vas chercher quoi bah, Éclaire-nous un peu, parce que nous, on sait pas, toi, t'as déjà un bac plus 5, donc ce qu'il y a au-dessus, je pense que t'as des infos, mais... Bah, j'ai quelques pistes. Par exemple, en ce moment, il y a le vidéo mapping qui arrive. Vous voyez, c'est quand ils éclairent des façades et tout ça sur des bâtiments. Et ça, tout ce qui est grande projection dans les mairies, voilà. tout ça, des fois, pour les événements, ok. Voilà. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand ils le font, les gens, ils y vont juste parce que c'est un truc nouveau, un peu comme quand la 3D est sortie. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas encore trop de débouchés. Et du coup, ça, c'est encore un truc à... Il faut faire des recherches là-dedans pour que ça ne devienne pas juste un truc, une expérience nouvelle, mais un peu comme le cinéma. Hein. Au début, quand les premières personnes sont parties au cinéma, ils voulaient juste voir c'est quoi ces images qui bougent. Et maintenant, c'est parce qu'ils racontent des histoires au cinéma que c'est plus poussé. Toi. Mais toi, comment tu te vois toi, dans ce métier-là d'ici, dans 5-10 ans, par exemple? Toi, à titre personnel, dans ta fin. Ouais, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Donc, t'es déjà ton chemin. Moi, d'ici 3 à 5 ans, je me vois comme un des plus grands clippers en France. C'est-à-dire vraiment clipper toutes les stars, tous les domaines et être une référence. J'espère, si ça fonctionne bien, à l'international. Parce que je vous arrête 2 secondes. Jusqu'à maintenant, vous avez quand même plutôt travaillé avec des gens qui sont assez connus. Ça marche plutôt bien pour vous, mais... Ouais, mais pas au point où... Pas au max. Vous êtes le sommet. Ouais, je suis pas encore au sommet. Et j'en suis assez loin. Et après, actuellement, pour l'instant, les clips que j'ai faits, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore aboutis. Mais après, ça, je pense que même... Après, c'est peut-être toi qui as ce ressenti-là. Hein. Peut-être que les gens avec qui tu as travaillé, eux, ils sont satisfaits. Ah oui, ils sont satisfaits, c'est sûr. Mais après, moi, je suis un éternel insatisfait. Donc, c'est normal. Donc, j'ai envie d'encore travailler ça. Mais ça va être le travail d'une vie. Hein. Est-ce que vous avez des projets aussi pour être devant la caméra comme nous, on est maintenant, ou pour l'instant, tu préfères être derrière, faire ta gestion? Bah, j'ai déjà été acteur. Honnêtement, j'ai bien aimé l'expérience. Mais acteur, c'est une carrière. Hein. Ce qu'on ne dit pas souvent, acteur aussi, c'est quand tu es devant la caméra, au final, c'est pas si dur. Le plus dur, c'est trouver les rôles. Et trouver un rôle dans un film ou une fiction et tout ça, c'est 50 castings, ou encore une fois, 50 fois où tu n'es pas sûr d'être pris. Et mais après, toi, tu as un avantage. Tu peux être devant comme tu peux être derrière. Donc, du coup, tu peux te créer un personnage en soi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, je compte de plus en plus me lancer à raconter un peu comment je filme et tout ça, le documentaire. Mais sinon, acteur, non, pas forcément. Du tout? Non, je préfère raconter les histoires que les vivre. Les vivre dans la vraie vie, mais les jouer, quoi. Mais donc voilà. Et après, non, il y a les clips. Et après les clips, la fiction.
j'aimerais bien réaliser des films, bah, comme l'a fait le réalisateur de Les Misérables, par exemple, qui, lui, il fait des clips avec Kerry James. Et d'un autre côté, il fait Les Misérables, il fait d'autres films au cinéma. Donc voilà. Il a fait Banlieusard, il me semble. Après, je connais sais pas si tout ce c'est qui le est. même. Mais ouais. Ah non, Banlieusard, c'est Kerry James, ça. C'est Kerry James, mais c'est pas lui derrière qui. Oui, c'est lui qui a écrit aussi. Donc voilà, un peu comme Kerry James, qui est aussi entre les deux. Parce que lui, souvent, il écrit aussi, il trouve la DA de ses clips. Bon, il rappe, ça, c'est pas pour moi. Et après, il réalise ses films, quoi. Donc, Imagine demain, il y a quelqu'un qui vient, qui a un bon scénario, bien écrit, de son histoire, et il veut collaborer avec vous. Comment ça se passe? Comment vous pouvez l'aider? Est-ce que c'est possible? moi, c'est avec plaisir. Donc, jusque-là, j'ai un peu délaissé ces dernières années. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir. Parce que je sais que souvent, quand c'est des films comme ça, bah, tu n'es pas forcément payé ou très peu. Je sais jamais, ça peut prendre aussi. Il peut y avoir un festival, Cannes, et c'est pour acheter. Des fois, ça peut prendre. C'est ça. Oui, donc voilà. Mais ouais, c'est avec plaisir. Après, il faut que le scénario soit bien écrit, mais c'est pas pour autant qu'il sera bien réalisé. Et pour qu'il soit bien réalisé, il faut que le projet il soit solide et trouver des subventions. Il faut trouver une équipe qui gère derrière. Parce que c'est un travail d'équipe. Hein. Donc, le réalisateur soit solide. Récemment, j'ai travaillé avec un réalisateur. Le scénario, moi, je l'ai trouvé excellent. Il était vraiment très bien. Mais sur le tournage, le réalisateur, il s'est un peu mis en arrière. Et... Caché, quoi. Ouais. En fait, il a un peu perdu confiance en son idée. Et ça fait qu'il n'a pas poussé le projet jusqu'au bout. Toi. Et du coup, avec un master comme ça, vous êtes juste caméraman, producteur, réalisateur. Quel titre on vous donne une fois que vous avez fait votre master? Ou bien est-ce qu'il y a une différence de titre entre celui qui a juste la licence et celui qui a le master? Comment? Ah, pour moi, c'est deux trucs différents. Il n'y a pas besoin de... Ouais, mais sinon, moi, je me vois réalisateur en clip, peut-être documentaire et peut-être fiction. Et après, le reste du temps, vu que j'aime bien travailler l'image, ça serait directeur de la photo. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur qui vient, il arrive avec ce scénario, c'est lui qui trouve les idées, qui donne les directions d'acteurs et tout ça. Et le directeur de la photo, c'est celui qui écoute le réalisateur, ses attentions en termes d'image, d'attention, est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'impact ou pas sur tel plan, le montage et tout ça, et qui transmet ça à l'image, qui fait le choix de la technique, optique et tout ça en fonction du style, il fait le choix de la lumière. Mais tout le temps, en fait, c'est comme les clips, hein. Il part des idées de l'artiste ou du réalisateur. Donc, c'est travail d'équipe, quoi. Demain, il y a un jeune qui vient, qui est perdu, qui ne sait pas quoi faire, il veut faire votre métier. Parce que les gens, ils pensent qu'on est là, on pense surtout qu'on filme comme ça. Contrairement à 90% des gens qui font des vidéos, vous êtes certifié. Soit vous appelez l'ingénieur incompris, vous êtes certifié, validé. Un jeune qui veut faire ça, quel conseil vous lui donnerez et quelles études par quoi il devrait commencer au niveau des études, par exemple? Ok. Études, je conseille le BTS audiovisuel. Ah, il existe aussi. Ouais. Mais c'est un peu moins par rapport à quelqu'un qui a fait un bac S et une licence. Mais au moins, c'est que de la pratique. C'est direct, au moins, tu es directement dans le jus. Donc, en gros, le BTS audiovisuel, c'est équivaut comme si c'était un truc professionnel, en gros. Ouais, voilà. Moi, je conseille ça, honnêtement, s'il a envie se lancer directement. Ça, et faire une alternance dans une boîte de location. Ça, c'est vraiment s'il veut devenir plus directeur de la photo. Et après, surtout, garder ses idées. Parce qu'au début, tu peux facilement pas avoir confiance en tes idées, vouloir faire comme les autres. Mais en fait, c'est pas comme ça que tu vas te démarquer. Et s'accrocher, hein. C'est le plus important. Et c'est quoi le plus du métier pour toi? Le plus. Hormis l'aspect financier, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est quoi le financier, c'est pas du tout le plus important. Tu deviens pas riche, tu deviens pas millionnaire en devenant. Si tu fais beaucoup de films, beaucoup de mini-séries, peut-être, non? Ouais, mais même après, tu peux être. Non, tu vis très très bien, mais pas millionnaire. C'est-à-dire, le max, c'est directeur de la photo au cinéma, tu es payé quand même 10 000 € par mois. C'est énorme. Hein. 10 000 € sur une carrière, tu fais le million. Oui. Hein. c'est sûr. Mais ça, tu n'y arrives pas avant 40 ans. Hein. C'est un long parcours avant d'en arriver là. Au max, tu parais, mais tu vis très bien. C'est-à-dire, au bout d'un moment, moi, de toute façon, je ne compte pas devenir millionnaire. Au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de te soucier de l'argent. Mais le grand plus, que juste tu es passionné tous les jours, tu fais un métier que tu aimes. À un moment, j'ai travaillé aussi dans des fast-food et tout ça. Et en fait, ce que j'ai pas accroché, c'est été exploité. Et en fait, tu n'es pas valorisé. En fait, actuellement, c'est le problème de beaucoup d'entreprises. Ou même, j'ai travaillé en entreprise audiovisuelle. Mais tu n'es pas valorisé. C'est-à-dire que ça soit toi ou l'IA ou un autre gars qui fasse ça, il n'y a pas de différence. Donc, et le moins? Le moins, au début, c'est vraiment très incertain. Donc, ça prend du temps à avoir... En fait, même, c'est un truc tout bête, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais même se mettre en couple, se projeter dans la vie et tout, c'est compliqué. À ce moment-là? Parce qu'en fait, il faut trouver quelqu'un qui l'accepte. La question. Tu es toujours en mouvement, c'est ça? Voilà, parce que du jour au lendemain, même quand j'ai fait avec des gros artistes, par exemple Brulux,
Il t'appelle 3 jours avant et dit dans 3 jours on va à Marseille toi. Et c'était le jour du Nouvel An. Du coup tu peux avoir promis à madame d'être là au Nouvel An et tu lui dis bah non je serai pas là. Ça, c'est des problèmes. Et voilà exactement, bah tu comprends très bien. Problèmes, ouais. Et après il y a ça, moi j'aimerais bien être à l'international, donc c'est-à-dire des fois encore bouger plus pendant compliqué. 1 mois, des fois 2 mois. Il y en a qui le vivent bien, qui cherchent pas forcément un amour en étant toujours présent. Je sais qu'il y en a même, ça c'est, je viens d'emménager à Paris. Hein. Et à Paris il y a beaucoup de couples où ils vivent même pas dans la même maison. Mais moi c'est pas ce que je vise, mais du coup, bah, il faut trouver le juste milieu. Vie pro, vie perso, c'est le plus dur, je pense. Et après, avoir confiance en soi, hein, c'est aussi, ça se travaille, ça. En tout cas, merci, parce que Ah, vous avez bah. bien éclairé sur votre métier. De toute façon, tu es notre ingénieur, donc je pense qu'il y aura des projets qui vont venir. Il faut que tu reviennes nous représenter, donc c'est ta maison ici, donc les gens ils t'entendent souvent. Ah, c'est qui l'ingénieur incompris? C'est qui l'ingénieur incompris? Qu'est-ce que peut passer? Du coup, je vous l'ai ramené, hein. Oui. Je vous ai ramené l'ingénieur incompris, donc il est là. Vous le découvrez, il est dans le métier de l'audiovisuel. Vous pouvez avoir des clips, vous pouvez avoir des événements. Il est là, il gère tout ce qu'il faut. Donc, l'ingénieur incompris Samuel Roland, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. J'espère que ce qu'il vous a expliqué, ça vous a un peu appris à connaître son métier. Parce que la plupart des gens ils pensent qu'une caméra, c'est seulement appuyer sur play ou lecture ou je ne sais pas. Donc, voilà quoi. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous dire à peu près combien de clips ou de trucs vous avez réalisés depuis que vous êtes dans le métier? Ah, mais complètement. Alors, je n'ai pas compté. J'ai une playlist YouTube où il y en a 63. Il y a des artistes qui ont complètement arrêté, du coup, ils ont tout supprimé, ou d'autres qui n'ont pas encore sorti les clips. Donc, je suis facilement à 100, sans problème. En nombre de vues, je crois que ça doit être à minimum 3 millions, après, peut-être un peu plus. Pèse 3 millions, pas... hein, les gars. Ouais. C'est Samuel Roland, l'ingénieur incompris. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Et en plus, il est à cœur ouvert. Voilà. Il bosse avec SDJ. Vous voyez Oui. La qualité, là. C'est lui. Voilà. C'est lui le coupable de la beauté. Mais prochaine fois, je compte plus parler de la méthode, parce que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose énormément. Ça, on reviendra là-dessus. Donc, tu es chez toi quand tu veux. Voilà, pour les futurs projets, tu peux venir des cinémas, mini-séries. Donc, moi, en tout cas, j'étais content de te recevoir parce que on m'a toujours demandé c'est qui Samuel Roland. Il est là. Donc, Samuel Roland est là. Donc, Samuel Roland, pour ceux qui nous suivent, c'est un mot à leur dire, passer un petit coucou à nos téléspectateurs qui nous suivent. Si, n'abandonnez pas vos projets. Si vous avez un beau projet et tout ça, contactez-nous. Hein. On est là pour le réaliser. On peut le produire. On peut mettre. En fait, venez avec votre idée et nous, on va la mettre en image. On va la mettre en place. Et voilà, c'était à cœur ouvert. Je passe aussi un gros big up à Yacelo, avec qui j'ai commencé. Parce que, en fait, aujourd'hui que je suis en place, on va dire ça entre guillemets, hein, il faut rester humble. C'est facile hein, de venir, donner de la force et tout ça et tout, toi. Mais au tout début, quand tu n'es pas sûr de faire ton mois, tout ça et tout, et même que tu n'as pas trop de projets à réaliser, les gens qui te donnent de la force, c'est vraiment les plus importants. Et les gens qui vont te soutenir jusqu'au bout, moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Il y a Yacelo, il y a Arrobas qui m'a aussi envoyé beaucoup d'artistes. Et en fait, c'est grâce à eux où en fait, tu te dis « Ah, mais là, c'est concret. Là, on fait des beaux trucs. » Ils donnent aussi les moyens de faire des beaux trucs. Donc, c'est grâce à ça que je n'ai pas abandonné aussi. Donc, merci à tous les artistes qui m'ont donné de la force, qui m'ont fait confiance. Et voilà. En tout cas, merci. Bon, au plaisir. Hein. Quand vous avez des projets futuristes, revenez quand vous voulez. On met ça à plat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé à cœur ouvert. Avant qu'on se quitte, big dédicace à mon vieux Jacques Dilonga là-bas à Dallas, ça bouge pas. Équipe de prod, ça bouge pas. Ah, Samuel Roland, l'ingénieur incompris, hein. Il est là. Donc, big up pour toi, mon gars. Christian Lomami là-bas, DA, ça bouge pas. Donc, pareil. Mathieu Bidiki-Bella, ça bouge pas. Et Amine B, ça bouge pas, les gars. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, force. À très vite, on revient.